L'invité de la matinale. KTO Radio. Ils sont plus de 9 millions de Français à s'occuper au quotidien d'un proche malade, handicapé ou simplement vieillissant. Un accompagnement précieux, marque d'amour et de dévotion qui parfois peut aussi être vecteur de souffrance et d'épuisement pour les aidants. À l'occasion de la journée nationale des aidants prévue ce dimanche, on parle de ses époux, de ses sœurs ou encore de ses parents aidants avec Georges Lanus-Cazalet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur KTO Radio ce matin. Vous êtes médecin à la retraite et fondateur du bénévolat de Répit. C'est une structure liée au Secours catholique dans la région de Pau qui permet à des aidants de souffler l'espace de quelques heures. Alors, Georges Lanus-Cazalet, un adulte sur 6 en France s'occupe d'un proche malade ou dépendant. C'est énorme et ça concerne tout le monde. Oui, c'est très vrai. Peut-être qu'on peut déjà dire ce qu'est un aidant familial pour ceux qui ne connaissent pas trop le sujet. Il y a une charte européenne de l'aidant familial qui précise que c'est une personne qui vient en aide dans son entourage à un proche parce qu'elle s'occupe d'une personne dépendante pour les activités quotidiennes. Alors, la Massif a fait une enquête en 2008 en disant qu'il y avait 8 millions d'aidants. Sur ces 8 millions, il y en avait 1,6 million qui passaient plus de 50 heures à soutenir la personne dépendante. En 2019, ils ont estimé la Massif qu'ils étaient maintenant 11 millions. 10-11 millions, de toute façon, c'est un chiffre très, très élevé. Et il y a une diversité de situations qui existent chez les aidants. Voilà. Alors, voilà. Il y a une grande diversité de situations et de champs d'action. Si vous voulez, dans les exemples, faire des démarches administratives, faire du soutien scolaire, faire des activités domestiques parce que la personne ne peut plus. Il y a énormément de situations. Il n'y a pas d'âge pour être aidant. Ça démarre à l'enfance, ça finit avec la grande vieillesse. On a des aidants de 90 ans pour leurs conjoints. Il y a des enfants qui sont aidants de leurs parents ou d'un frère ou d'une sœur. Ces enfants ont un mérite extraordinaire. Ils sont souvent perturbés scolairement parce qu'ils sont préoccupés par ce qu'ils vivent, qui est très difficile. On ne les compte pas dans les chiffres que j'ai cités. Ces enfants ne sont pas comptés. Or, ils sont très, très importants. Ils sont souvent le soutien, les situations ne sont pas fréquentes, mais ce sont les soutiens des parents, des fois. Racontez-nous, Georges Lanus-Cazalet, racontez-nous pourquoi vous vous êtes intéressé au sujet des aidants. Alors, moi, j'ai été donc médecin généraliste pendant le 3/4 de ma vie professionnelle. J'ai été responsable d'un service d'oncologie, de soins palliatifs, parce que j'étais formateur en soins palliatifs aussi. Et j'ai perçu dans mon métier ce que faisaient les aidants, ceux qui vivaient de temps en temps. Mais quand j'ai pris ma retraite, donc, toute la dernière quart de ma vie, c'était des gens en soins palliatifs et en cancérologie, des gens très, très, très affectés de pathologie. Et j'ai vu beaucoup de conjoints, d'enfants, parents dans la galère, dans des choses très, très difficiles. Ça m'a beaucoup interpellé. Et j'ai dit, c'est pas possible à la retraite que je prenne du bon temps, sans donner au moins un peu d'aide à ces gens. Je me sentais solidaire des gens qui étaient dans des grandes difficultés. Donc, c'était impossible pour moi de m'arrêter. Donc, je pensais aux aidants. J'ai créé ce groupe. Je suis allé au congrès de Lyon en 2014, premier congrès sur les francophones du Répit. Et ça m'a donné l'idée de faire quelque chose. Et donc, j'ai monté avec l'aide du Secours catholique ce projet et on a démarré en 2016 le bénévolat de Répit au domicile des personnes. Et je me suis rendu compte que moi, étant praticien, j'avais sous-estimé les difficultés, les souffrances que devaient aborder les aidants. Et ça a été un rattrapage pour moi, un peu, si vous voulez, parce que je n'avais pas toujours perçu ce qu'ils vivaient et quelles étaient leurs conditions. Et comment fonctionne le bénévolat de Répit, ce dispositif que vous avez créé? En 2 mots, on a créé un groupe de bénévoles. Actuellement, on est 20. On a démarré à 5 ou 6. On propose à l'aidant qui fait appel à nous de passer 3 heures chez lui, d'une part pour l'écouter, parce que c'est la chose la plus importante. Il reçoit des conseils de tout le monde, il est fatigué d'avoir des conseils, il a besoin d'être écouté, reconnu pour ce qu'il fait et ce qu'il est. C'est très important, ils sont souvent pas reconnus dans leur fonction. Ça, c'est la première chose. Et on lui accorde un temps d'écoute important. Et deuxième chose, on le libère, on lui dit, on est là, on s'occupe, on est proche de votre personne,
personnes dépendantes, et vous pouvez aller faire vos affaires pour vous, occupez-vous, ayez un peu de temps pour vous. C'est une façon de le redonner aussi, parce qu'ils sont coupés du monde, de redonner un temps social, un temps amical, un temps spirituel, faire partager des choses. Voilà, on leur redonne un peu de temps de vie pour eux. Pourquoi, Voilà. pourquoi le rôle des aidants est aujourd'hui central dans notre société? Il est central parce qu'il témoigne, si vous voulez, de la façon dont notre société s'occupe des personnes fragiles. C'est un marqueur pour une société que de s'occuper de bonne façon des personnes fragiles. Or, actuellement, nous sommes nous-mêmes en France en grande difficulté avec ça, parce que notre système médico-social est en grande difficulté, tout le monde le sait, et donc ça a un impact sur la vie des aidants qui n'ont plus la capacité d'être soutenus comme ils le mériteraient, alors que paradoxalement, là, on prend conscience de ce que sont les aidants dans la société française. Beaucoup de gens se mobilisent maintenant, mais on part de très loin. On a un très très grand retard. Alors, c'est très réjouissant de se dire que on en fait de plus en plus. Les entreprises, 50% des aidants sont des travail. Il y a aussi, c'est une majorité de femmes au départ, hein, les aidants, et 50% travaillent. Donc les entreprises ont pris conscience de ça, les grosses structures commencent font des choses déjà, si vous voulez, pour les soutenir. C'est souvent des formes de congés, de compléments d'argent parce que les aidants ont un coût financier important et qui les met en difficulté. Et donc, si vous voulez, beaucoup de choses se font à ce niveau-là. Et nous, moi, j'ai fait une évaluation qualitative de notre travail et pas des personnes en master de sciences sociales. Ces personnes ont dit que 70% de nos aidants ne nous auraient pas appelé si ça avait été payant. C'est-à-dire les problèmes financiers qu'ils ont. En plus des soucis qui sont encore plus importants, si vous voulez, des soucis de bonne prise en charge pour leurs proches. Qu'ils aiment beaucoup. Vous parliez des difficultés de notre système médico-social. Quelles conséquences ça a? Est-ce que vous avez des exemples sur les conséquences sur les aidants? Oui, alors si vous voulez, dans les congrès des journées francophones de Lyon, ça se redit à chaque fois, donc ça a lieu. Notre système, si vous voulez, qui est très compartimenté, il y a le médical, il y a le social, il y a le privé, le public, enfin, il y a beaucoup de choses de cloison. On ne travaille pas ensemble, on ne travaille pas en coordination, chacun travaille dans son secteur. Si vous voulez, le fait de ne pas avoir une vision purement fonctionnelle pour être efficace, c'est qu'il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup de gaspillage financier et humain. Et il est régulièrement rappelé dans nos congrès, si vous voulez, que notre système actuel génère des situations, si vous voulez, de maltraitance, littéralement. Je vais vous donner un exemple. J'ai pris en charge une aidante dont le mari était en fin de vie, il avait un cancer généralisé, il était en grande difficulté, il souffrait, il y avait des compressions, enfin il y avait des problèmes médicaux importants. Le médecin généraliste qui était mal à l'aise avec ça, nos généralistes, nos médecins ne sont pas formés aux soins palliatifs, était mal à l'aise avec ça, donc il ne venait pas souvent. Et un jour, l'infirmière a dit, c'est pas possible, il faut qu'il soit hospitalisé. Je l'avais déjà dit à son épouse, ça paraissait indispensable parce que je sentais qu'on allait vers la fin de vie. Cet homme a été hospitalisé, elle m'a appelé, je dis oui, bien sûr, il faut l'hospitaliser. Il a été hospitalisé, il a passé 12 heures aux urgences à attendre. Il n'a pas été pris en charge pour sa douleur. On lui a fait un bilan, on lui a dit là, on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Ils l'ont renvoyé à la maison. Et le lundi matin, le médecin a fini par venir. C'était un vendredi soir, ça s'est passé un samedi. Le lundi, le médecin est venu, il est hospitalisé. Et à 3 heures l'après-midi, il est mort. Sans soins, sans douleur, sans traitement de la douleur. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est parce que notre système s'écroule, est menacé d'écroulement, et que les soignants qui sont aux urgences, ils sont totalement débordés. Tout le monde est débordé parce qu'on manque de bras, on manque de tête, si vous voulez. Et tout le monde est malheureux dans cette histoire. Les soignants sont malheureux de renvoyer les gens parce qu'ils n'ont pas un lit pour le mettre. Le médecin qui l'a renvoyé, c'est pas pour s'en débarrasser, c'est parce qu'il n'avait pas un lit pour le mettre. Il n'avait pas un soignant pour le prendre en charge. Si vous voulez, la situation est dramatique. Donc c'est pour ça. Et là, ça génère de la maltraitance pour cette famille, vous voyez.
C'est ça la maltraitance. Et être aidant, c'est aussi pour certaines personnes un choix, et ce sont des personnes qui préfèrent être proches justement de leur mari, de leurs frères, de leurs parents qui sont en fin de vie ou malades. Ça Alors, peut être aussi un oui, choix. oui. Alors, c'est un choix, c'est tout à fait un choix, vous avez tout à fait raison, c'est un choix pour deux causes principales. La première chose, c'est que l'aidant est celui qui a le sens le plus affiné de la fragilité, de la vulnérabilité de son proche. Et pour lui, c'est une responsabilité que d'être là. Et ça, si vous voulez, c'est porté par l'amour de la personne dont il s'occupe. Il y a des témoignages, moi je vois des témoignages de conjoints, si vous voulez, qui sont extraordinaires. Et la personne va rester là. Nous avons perdu trois aidants par épuisement. Donc, il faut réaliser, aimer l'autre, s'en occuper jour et nuit, se lever 3, 4 fois la nuit parce qu'il y a des nécessités, si vous voulez, et rester là, présent, jusqu'à l'épuisement et mourir. euh, L'amour qui conduit à la mort, si vous voulez, on sait ce que ça veut dire, hein, c'est le chrétien. Hmm. Hein, il y en a un qui nous a donné l'exemple, si vous voulez. Donc, ce sont des choses exceptionnelles, mais qui ne sont pas rares. Hmm. Exceptionnelles en qualité d'amour, si vous voulez. Mais ça n'est pas rare du tout. Être aidant, Georges Lanus-Cazalet, c'est aussi accepter d'être aidé. Des structures comme Bénévolat de répit existent-elles un peu partout en France, comme à Pau? Alors, écoutez, je vais vous le dire, hier soir, j'avais la réunion de parole, j'anime le groupe de parole avec le petit là, pour les bénévoles, il y a 2 bénévoles qui nous ont dit, mais on a vu une pub passer Bénévolat de répit. Alors moi, je ne l'ai pas vu, cette pub, donc il existe, moi je connais ce qui se passe au Pau, mais manifestement, ça fait 8 ans qu'on fait ça, hein. On a plus de 100 accompagnements, et on fait 1800 heures par jour, par an de répit, d'écoute. Mais si vous voulez, manifestement, ça va se développer. Et je pense qu'il y a d'autres endroits qui le font. Je ne sais pas qui a fait la pub, ils ne savaient pas me dire qu'ils avaient fait cette pub. Mais moi, je me réjouirais qu'il y en ait partout, si vous voulez, hein, de ça. Et une personne sans aucune compétence d'aide soignant ou dans le soin peut-elle devenir bénévole? Alors, dans nos bénévoles, si vous voulez, on a 2 tiers de non-soignants. Et on sélectionne les bénévoles sur leur qualité à écouter, leur humilité et leur disponibilité. Et on n'a pas besoin. C'est pas l'intelligence qui est importante, ce qui est important, c'est l'intelligence du cœur. Et ça, c'est partagé, ça peut être donné à tous les humains. Voilà, c'est ce que vous nous dites, et votre parole donnera peut-être des idées à certaines personnes de s'engager, ou peut-être que des aidants qui nous écoutent découvriront peut-être ce qu'est le bénévolat de répit ou les maisons de répit. Merci beaucoup, Georges Lanus-Cazalet. Juste dire que si on fait attention autour de nous, si on regarde, si on ouvre les yeux autour de nous, on va trouver de quoi aider nos proches. Voilà. Si chacun ouvre les yeux, ça sera bien pour le proche. C'est comme ça que ça avancera. Merci d'avoir accepté l'invitation de KTO ce matin. Pour les auditeurs de la région de Pau qui sont intéressés peut-être par le bénévolat de répit, je les invite à se rendre sur le site secours-du6catholique.fr. Merci à vous, bonne journée.